Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Bonjour à tous, bonjour Romu. Alors, aujourd'hui, on espère que vous êtes en forme, puisqu'on vous a concocté une petite position sympathique qui est pas évidente, où il y a pas mal de choses à voir. Donc, à vous de vous mettre au travail. Donc, le tréteau blanc, c'est une position tirée de la partie entre les deux forts grands maîtres Kovalev avec les blancs et Tchoutchelov avec les noirs, une partie jouée en 1990. Donc le tréteau blanc, donc pensez à mettre en pause la vidéo pour calculer, et ensuite Laurent va essayer de nous expliquer un peu tout ce qui se passe dans cette position. Ouais, on va essayer, c'est exactement ça. Comme tu l'as dit, pour trouver cette tactique, il faut avoir de la patience parce qu'il y a pas mal de variantes à calculer, pas mal de coups candidats aussi en défense également, donc il faut essayer de tout anticiper. Mais avant de regarder tout ça, on va faire un petit peu le bilan de la position comme on en a l'habitude. Donc ici, ce qu'on peut remarquer au premier abord, c'est que toutes les pièces blanches sont développées de façon adéquate. Les deux tours sont sur les colonnes ouvertes, la dame est positionnée de façon plutôt agressive, on va dire. Elle travaille également avec le fou et la tour F1 justement pour mettre une certaine pression sur le cavalier F6, qui est défendu suffisamment, mais qui est défendu juste ce qu'il faut, donc ça peut parfois être un petit peu limite. Évidemment, il faut prendre en considération le fait que le fou D3 est attaqué, mais de manière générale, toutes les pièces blanches sont bien en place, et c'est plutôt satisfaisant. En revanche, chez les noirs, il y a quelques défauts. On remarque qu'il manque le pion F7 dans le roc, dans ce fameux roc des noirs, ce qui signifie que il y a des perspectives contre le roi de l'adversaire, d'autant que les pièces blanches sont plutôt tournées vers lui. Et surtout, le fou C8 n'a pas été développé, ce qui signifie qu'il y a un manque de coordination entre les pièces noires, et notamment la tour A8 ne participe pas, elle n'est pas reliée à sa copine sur F8, et donc ça signifie qu'il peut y avoir soit donc un manque de coordination entre les pièces, soit un manque de défense de la 8e rangée. Bien entendu, tout à l'heure j'ai parlé du pion F7 qui manquait sur l'échiquier. Comment est-ce qu'on peut exploiter ça ? Ça peut être par la colonne, mais ça pourrait aussi être par la diagonale, puisqu'évidemment, cette diagonale A2, G8 amène jusqu'au roi de l'adversaire. Donc dans cette situation, il y a quand même un coup candidat qu'on a envie d'analyser, un coup assez spectaculaire. On se dit, il faut que j'exploite rapidement le manque de coordination des pièces de mon adversaire, donc il faut chercher les coups les plus directs. Comme on vous le dit souvent, ce sont les échecs, les prises et les menaces. Il n'y a pas d'échec satisfaisant puisque la dame prend H7 ne va pas. Et pour ce qui est des prises, on doit analyser en tout cas le coup cavalier prend C4, qui va nous permettre d'une part d'éliminer le centre de l'adversaire. J'aurais dû le dire d'ailleurs dans la présentation positionnelle. Le centre des noirs, c'était un petit peu leur seule fierté, on va dire. Donc non seulement on élimine cet avantage des noirs, mais en plus on va ouvrir la fameuse diagonale qui amène jusqu'au roi de l'adversaire. Alors bien entendu, les noirs ne sont pas obligés d'accepter le cavalier, mais dans ces cas-là, les blancs auront un pion de plus, un avantage positionnel assez marqué, une case 5 pour le cavalier qui sera intéressante. Bref, les blancs sont en route vers la victoire si les noirs refusent le cavalier. Donc D prend C4 a été joué, et après fou prend C4 échec, Romu, on arrive au premier croisement finalement de notre calcul. Oui, complètement, puisque donc on a deux façons naturelles de parer l'échec, pardon. L'une, c'est bien sûr de bouger le roi, c'est ce qu'a choisi Tchoutchelov dans la partie. Et l'autre, qui est peut-être un peu moins naturel pour le coup, c'est de jouer le coup cavalier D5. Alors pourquoi c'est moins naturel ? Bien évidemment parce que le cavalier se retrouve cloué. Donc c'est forcément toujours un peu dangereux et risqué de se mettre sous un clouage. Mais encore une fois, les noirs font face à une situation un peu compliquée, dans le sens où leur adversaire a sacrifié une pièce pour attaquer le roi. Et dans les situations comme ça qui sont très tendues, il faut envisager tous les coups, même les coups qui ont l'air parfois un peu étranges, voire parfois même stupides. Mais si c'est un coup légal et qui ne perd pas en apparence tout de suite, il faut l'envisager. Donc après cavalier D5,
Donc le clouage de ce cavalier va forcément causer des petits problèmes. Alors le coup qu'il faut faire avec les blancs pour exploiter justement cela, c'est tour prend F8. Ouais, qui permet d'éliminer l'un des défenseurs du roc, hein, finalement. Exactement. Et en plus, par la même occasion, on évite que les noirs nous fassent tour prend F1 à un moment s'ils en ont l'opportunité pour nous faire perdre du temps, pour dévier la tour, et ça pourrait ralentir fortement notre attaque. Donc après tour prend F8, il y a deux prises possibles, bien évidemment, avec le fou et avec le roi. Sur roi prend F8, qui peut venir à l'esprit, bien évidemment, pour se déclouer. Il y a un autre problème là qui va apparaître, c'est on note que le roi arrive sur une case noire, et donc forcément on a envie d'utiliser une pièce qui est capable de contrôler ces cases pour attaquer le roi, et en fait on va utiliser la dame, et de manière assez directe, en faisant fou prend D5. Donc on libère la quatrième rangée, le passage pour la dame vers la case B4. Donc en faisant donc dame B4 échec, et en faisant cet échec en B4, on obtient, par la même occasion, cerise sur le gâteau, la case 7. Donc là, roi F7, après à peu près le seul coup, et là justement, on parlait de cette case, l'arrivée de la tour, donc tour E7 échec. Donc on voit que les blancs ont sacrifié une pièce, mais tu as souligné tout à l'heure le manque de coordination des pièces noires. Je pense que là, c'est assez frappant, avec la tour en A8 et le fou en C8 qui sont complètement spectateurs, tandis que les pièces blanches sont toutes parfaitement coordonnées et postées pour attaquer le roi. Et ici, c'est sans grande surprise que le mat va suivre, après roi G8, qui est plus ou moins forcé, tour E8 échec, roi F7 et dame E7 mat. Ouais, on remarque bien quand même que le manque de défenseurs autour du roi noir est vraiment décisif, et les pièces blanches, bien qu'elles ne soient pas très nombreuses, sont tellement bien organisées que ça paye immédiatement. Ok, ouais. Donc ça c'était sur roi prend F8, et qu'est-ce qui va se passer sur fou prend F8 alors? Donc sur fou prend F8, maintenant on va appuyer là où ça fait mal, à savoir sur le cavalier D5 qui est cloué. Donc qui dit pièce clouée dit pièce en danger, donc il faut essayer de l'attaquer encore un peu plus, et donc le coup qui vient à l'esprit c'est dame D4. Donc nouvelle pression. Alors il faut défendre le cavalier, on ne voit que deux coups possibles, évidemment. Le cavalier étant sur case blanche, il faut utiliser notre fou de case blanche. Sur fou E6, qu'est-ce que tu nous as préparé? Pas grand-chose, mais moi en tout cas pas grand-chose, mais en tout cas il y a tour prend E6 qui vient évidemment à l'esprit. Ça c'est la petite tactique qui donne pas trop mal à la tête normalement, et avec un nettoyage assez efficace. Okay, et donc sur dame D4, donc l'autre coup c'est fou B7 pour défendre. Donc là on voit que le cavalier a attaqué deux fois et défendu juste ce qu'il faut, à savoir deux fois. Donc il faut essayer de renforcer l'attaque par tour E5. Ouais. Donc on voit que les noirs n'ont pas la même stratégie d'ajouter un défenseur finalement, hein, parce qu'il y a le fou qui défend la case D8 malheureusement pour eux. Donc le cavalier est perdu, mais les blancs avaient sacrifié une pièce. Alors parfois ça peut ne pas être si grave que ça de perdre du matériel. Là en l'occurrence il y a quelques géométries qui vont permettre aux blancs de sortir vainqueur, on va dire, hein, de cette escarmouche. Ouais. Par exemple après fou G7. Après fou G7, on sent que sur case blanche, les noirs sont extrêmement vulnérables, et donc là, le coup qu'il faut trouver, c'est dame prend D5, avec l'idée sur dame prend D5, non pas de prendre avec le fou, mais de prendre avec la tour. Pourquoi avec la tour? Parce que sur fou prend D5 échec, on pourrait faire fou prend, tour prend, et les noirs pourraient se venger sur le pion B2. Et bien que cette position est probablement supérieure aux blancs puisqu'ils ont un pion de plus, mais il faut quand même travailler. C'est loin d'être gagné immédiatement, et il y a beaucoup plus fort tout simplement. Et au lieu de prendre avec le fou en D5, prendre avec la tour exploite le fait que la tour en A8 est toute seule dans le coin, et on voit une belle géométrie. Toujours pareil sur case blanche, puisque après fou prend D5, bien sûr, il y aurait fou prend fou et on ramasserait la tour A8. Et là, on menace. On va montrer ça quand même. Donc voilà, la géométrie dont tu parlais, c'est celle-ci, avec la tour A8 et le roi G8 qui sont mal placés. Et le problème après tour prend D5, c'est que les noirs n'ont pas le temps de bouger leur fou.
de jouer fou prend B2 par exemple, parce qu'il y aurait différentes découvertes, parfois sur D7, parfois sur B5, parfois sur D8. Si les noirs ne font rien, il y aurait tour D8 mat, donc on voit bien qu'on va finir avec du matériel d'avance. Donc cavalier D5, intuitivement, on sentait que c'était pas génial, mais c'est pas si facile à réfuter quand même, hein. Il faut jouer précisément, il faut trouver quelques-uns des bons coups pour pouvoir vraiment réfuter ce coup-là, hein. Donc il fallait l'avoir envisagé quand même. Oui, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une pièce de plus avec les noirs, donc il ne faut pas jouer automatiquement, il faut envisager tous les coups légaux qui semblent parer la menace adverse, et parfois un coup qui a l'air un peu surprenant peut s'avérer être le bon coup. Là, en l'occurrence, c'était pas bon, mais ça aurait pu l'être. Les noirs ont une pièce de plus après tout. Et oui, bien sûr. Ouais, il faut tout envisager. Ok, donc dans la partie, Tchoutchelov a joué le coup quand même le plus naturel, c'est-à-dire roi H8. Et ici, à nouveau, un petit croisement. Alors, j'ai envie de dire, on ne peut pas se tromper parce que les deux coups sont gagnants. Pardon. Les deux coups candidats sont gagnants, mais il y en a un qui est plus fort que l'autre. Alors, quels sont ces coups candidats ? Bien sûr, il faut que ça se passe sur F6 pour différentes raisons. Déjà, on sent que c'est le nœud de la position, hein. C'est là que la plupart des forces de chaque camp convergent, on va dire. C'est vers ce point-là que ça converge. Et en plus, maintenant que le roi est sur H8, on a toujours cette petite idée derrière la tête d'exploiter le manque de cohésion des pièces noires pour venir éventuellement faire un mat du couloir. Alors on pourrait dire que pour l'instant ça paraît un petit peu illusoire parce que la case E8 est défendue 3 fois, mais cette case E8 est défendue 3 fois par des éléments qui sont déjà concernés par cette pression au niveau de la case F6. Donc il y a une sorte de surcharge qui se met en place et on va essayer d'exploiter donc ces deux éléments-là, à la fois la pression sur F6 et l'objectif de la case E8. Donc il faut penser à comment prendre sur F6, et deux prises sont possibles, fou prend ou tour prend. Alors en général on commence par calculer ce qui se passe si on ne sacrifie pas, puisque le sacrifice n'est pas toujours gagnant, donc on va commencer par regarder le coup le plus normal, fou prend F6. Et ici après fou prend F6, Romu, il existe un coup gagnant, mais vraiment pas facile à avoir anticipé. Ouais, c'est encore une fois un peu un coup géométrique qui exploite. En fait, quand on fait fou prend F6 et qu'on force donc fou prend F6, la 7e rangée est un peu plus libérée dans le sens où le fou G7 n'interfère plus sur l'attaque du pion H7. Si on met une pièce lourde sur la 7e rangée, je veux dire. Et donc là, le coup qu'il faut trouver, c'est vraiment pas évident, c'est tour E7, échec, qui menace mat. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la phrase précédente. C'est que le fou G7 a disparu et donc on a la possibilité d'attaquer H7. Ok, alors regardons peut-être toutes les prises possibles, parce que ce qui est surprenant, c'est qu'on avait la dame en prise, et au lieu de l'enlever, on ajoute une nouvelle pièce en prise. Donc regardons toutes les possibilités. Si fou prend dame, c'est pas le plus compliqué, il y a tour prend tour qui fait mat. On bénéficie une nouvelle fois de cette désorganisation des pièces noires, où, pour le dire plus simplement, les noirs ont trop tardé à développer leur fou, hein. C'est pas pour rien qu'il faut se développer aux échecs. Quelle serait l'autre possibilité ? Ce serait peut-être de prendre la tour. Oui, tu peux prendre la tour, bien sûr, c'est toujours une possibilité quand on met une pièce en prise. Là, évidemment, on ferait tour prend, évidemment, en tout cas, c'est le coup qui vient à l'esprit, tour prend F8, fou prend F8, dame D4 échec, qui force fou avec G7. l'idée de forcer, on voit la parfaite coordination. Encore une fois, il reste que 2 pièces chez les blancs, les cases noires pour la dame, les cases blanches pour le fou. Et donc après dame D4, fou G7, maintenant on exploite à merveille la 8e rangée affaiblie par dame D8, et c'est mat par fou F8, dame prend F8. Ouais. Donc très jolie géométrie, hein, qu'on va recroiser une autre fois, il me semble, dans la tactique. Voilà, on peut remontrer ce passage-là. Donc la dame forme cette... ne va pas directement sur D8, je vais y arriver. On vient d'abord sur D4 pour dévier le fou de la 8e rangée, et ensuite seulement on vient sur D8 et ça fait mat. Donc, on pourrait penser que fou prend F6 gagne non seulement en quelques coups, mais en plus de façon très spectaculaire. Mais malheureusement, ou en tout cas, il faut remarquer qu'ici, les noirs ne sont pas totalement perdants parce qu'il existe une défense. Oui, en fait, il ne faut pas oublier que notre dame est en l'air en H4.
Et en plus, on vient de rajouter la tour qui est aussi en prise, donc ça fait pas mal de choses à maîtriser de la part des Blancs. Et du coup, les Noirs ont une possibilité tactique de s'en sortir qui commence par Dame prend G2, donc un coup vraiment incroyable, puisqu'on sacrifie la Dame. Mais l'idée, en fait, c'est de forcer donc Roi prend G2 et ensuite de faire Fou B7 échec. Donc, on sort enfin ce fou qui était vraiment un problème dans la position puisqu'il empêchait les deux tours de noir d'être liés. Donc maintenant, avec Fou B7, les deux tours se protègent. Donc c'est un premier problème de résolu. Et donc là, tour prend B7 est évidemment le coup normal. Et maintenant, on peut récupérer la dame en H4. Et cette position, c'est un peu comme la position de tout à l'heure. On a un pion de plus. Bien sûr, les blancs sont certainement beaucoup mieux. S'ils s'appliquent et qu'ils font preuve de précision, certainement ils vont gagner la partie, surtout au niveau de Kovalev qui conduisait les blancs. Mais il faut encore travailler. C'est beaucoup moins direct que la suite choisie dans la partie par Kovalev. Ouais. Bon, ce dont on peut se douter, c'est que Kovalev a vu ça dans la partie, parce que sinon il n'aurait pas choisi tour prend F6. Donc ce qui est très instructif finalement dans cette tactique, c'est l'anticipation. Voilà, Kovalev a probablement vu tour E7, mais il a vu aussi Dame prend G2, et donc ça souligne quand même ce qu'on essaie de répéter le plus souvent possible, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les ressources de l'adversaire, y compris dans les positions où on se dit bon ben là ça y est, j'ai gagné, et il faut, dans ces positions-là, il ne faut pas commencer à compter combien de points Elo on a gagné, il faut vraiment se persuader qu'il n'existe pas de défense, il ne faut pas se déconcentrer. C'est justement là qu'il arrive des catastrophes, quand on croit déjà avoir gagné alors que la partie n'est pas finie. Et donc, si la position semble totalement foutue, est-ce que je ne devrais pas regarder ce qu'on appelle les desperados, les coups un petit peu incroyables, ou qui, dans des conditions normales, seraient complètement stupides, du style Dame prend G2. Non, mais de toute façon, on ne peut pas se satisfaire d'arrêter notre calcul après tour E7. Parce que, comme on l'a dit, il y a tout qui est en l'air quand même. Oui. Donc on ne peut pas s'arrêter et dire bon, je joue tour E7 et je gagne la partie alors qu'on a une tour en prise, une dame en prise. Alors, certes, on menace mat, mais il est évident qu'il faut se prendre la tête dans les mains et chercher les ressources les plus incroyables parce que quand même on a tout en l'air et donc l'adversaire peut rendre du matériel pour ensuite le récupérer, comme dans la variante avec dame G2 et surtout, voilà, quand on arrête le calcul, quand vraiment tout est clair, net, précis, qu'il n'y a pas d'entourloupe. Quand il y a une dame et une tour en prise, on n'a pas le droit de s'arrêter. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas non plus se contenter de regarder les deux seules prises. Parce que justement, ça signifie qu'on s'est contenté des coups les plus normaux, mais dans une situation aussi incroyable avec des pièces en prise de partout, justement, il va y avoir des coups anormaux, entre guillemets, ou hors du commun, au sens propre du terme, donc on ne peut pas se contenter de ne calculer que les coups candidats classiques, on va dire. Ouais. Ok, bon, je pense que le message est bien passé, en tout cas on espère, mais vous inquiétez pas, on sera là pour vous le répéter encore et encore. Donc ce qu'a trouvé Andrei Kovalev, c'est le coup tour prend F6, qui est beaucoup plus précis finalement. Hein. Ouais, c'est plus direct. Alors bien sûr, il fallait voir la suite de la partie qui est quand même pas donnée à tout le monde, c'est vraiment pas évident. Mais effectivement, c'est plus clinique comme choix. Et donc ici, sur tour prend F6, il y a le choix pour les noirs. Ils peuvent prendre du fou comme dans la partie ou de la tour. Alors s'ils prennent de la tour, alors là c'est assez direct aussi. On fait fou prend F6 bien évidemment. Fou prend plus ou moins forcé pour les noirs. Et là tour E8. Petite astuce qui rappelle un peu la variante de tout à l'heure où bon là c'est une petite déviation de la dame qui défend le fou, mais l'idée principale c'est d'utiliser les cases noires avec la dame et les cases blanches avec le fou. Et donc après dame prend E8, maintenant le fou se retrouve sans protection, on fait dame prend F6, c'est mat. Et c'est mat, ouais. Très bonne coordination des deux dernières pièces, et sur roi G7. Et sur roi G7, tour G8, voilà. C'est mat, échec et mat. Assez facilement. Donc ça explique que les noirs, Tchoutchelov ait choisi plutôt de conserver la tour sur la 8e rangée, évidemment, le plus longtemps possible, et il a pris avec le fou. Et là, on a envie de dire, c'est le bouquet final.
Ouais, mais tu l'as bien signalé tout à l'heure. Il y a une énorme pression qui s'exerce sur le fou F6, qui est le point de convergence des pièces blanches et des pièces noires d'ailleurs. Et là, on voit que ce fou est attaqué 2 fois et défendu in extremis 2 fois également. Et donc, comme d'habitude, quand on cherche à faire craquer la défense, soit on renforce le nombre d'attaquants, soit on essaie de réduire le nombre de défenseurs. Là, renforcer le nombre d'attaquants, par un coup comme tour F1 par exemple, ça n'irait pas très loin, je pense, puisque on peut facilement défendre. J'imagine fou G7 doit suffire. On a l'impression que ça suffit, en tout cas, ouais. En tout cas, il y a beaucoup mieux. En tout cas, il y a beaucoup mieux. Et donc, Kovalev, lui, a choisi de réduire le nombre de défenseurs en jouant le coup spectaculaire tour E8. Ouais, vraiment un coup magnifique. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il vient mettre la tour en prise par 2 pièces différentes, mais qui elles-mêmes sont déjà concernées par la défense du fou F6. Donc là, on voit qu'on crée un court-circuit, on voit que la surcharge est vraiment le thème de cette tactique, en tout cas à ce moment-là du calcul. Et on voit surtout qu'on exploite une dernière fois la présence de ce pauvre fou C8. Alors, on lui a mis toute la misère du monde sur les épaules, mais voilà, si ce fou avait été développé, il n'y aurait eu aucune tactique, ou en tout cas pas du tout dans cet esprit-là, on va dire. Donc tour 8, c'est vraiment magnifique. Alors si on regarde un petit peu dans le détail, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, si la tour est prise, peu importe de quelle façon, on va prendre sur F6 qui désormais n'est plus suffisamment défendu, et on revient au même mat que tout à l'heure, avec la dame et le fou. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer d'autre pour se défendre ? Il faut qu'on tienne absolument cette tour sur F8, mais je ne sais plus si tu l'as dit, en même temps elle est clouée. Ce qui signifie qu'au-delà du fait qu'elle soit attaquée, elle ne défend plus elle-même le fou F6. Donc on ne pourrait pas par exemple se contenter de jouer fou B7 en se disant je reconnecte mes tours et la vie est belle, tout simplement parce qu'il y aurait mat par fou prend F6, dame prend F6, et dame prend F6, la tour F8 donc, est un mauvais défenseur puisqu'elle est clouée. Donc finalement, Tchoutchelov a abandonné. S'il avait vraiment tenu à continuer, il avait peut-être le coup fou G7, non ? Ouais, fou G7 est peut-être le seul coup qui peut faire durer un peu le plaisir, mais pas très longtemps. Et là encore, ça va rappeler un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est une variante écho, ouais. Avec tour prend F8, fou prend F8, et dame D4 échec. Ouais. Donc la même manœuvre de dame avec dame D8 et le mat à suivre après fou F8, dame prend F8. Ouais. Donc grosse tactique hein, de ce joueur là qui est, j'allais dire pas très connu. Alors je pense que on est quelques-uns à avoir subi ses foudres. J'en fais partie. C'est vraiment un joueur d'attaque au sens pur du terme et un très très gros tacticien. Hein. Oui, il a joué quelques tournois de l'élite, je crois, à Weikandze, aux Pays-Bas, dans le fort tournoi qui se déroule chaque année au mois de janvier avec les meilleurs joueurs du monde. Je crois qu'il avait joué et il avait gagné le tournoi B, il avait gagné le droit donc de jouer le tournoi A. Et donc déjà gagner le tournoi B, c'est une grosse performance. Et je me souviens qu'il avait fait des parties dans ce style, toujours avec un style très entreprenant. Et la tactique est visiblement pas son point faible. Donc voilà, on était content de vous présenter cette position qui est forcément difficile. Ne soyez pas déçus si vous n'avez pas tout trouvé, bien évidemment. J'ai envie de dire, c'est presque normal en fait. Avoir le niveau tactique de Kovalev, c'est pas donné à tout le monde. Mais en tout cas, on tenait à vous la présenter parce que ça fait bien travailler le calcul et la structuration de votre raisonnement, parce qu'on voit qu'à chaque fois, on arrive à un carrefour. Alors, il faut faire la liste des coups candidats et ensuite éplucher la liste un par un. Et voilà, et en plus, tout simplement, c'est joli. Hein, donc, on aime bien montrer de belles choses sur cette chaîne. Donc, voilà, on espère que ça vous aura plu. Merci Laurent pour nous avoir fait découvrir cette tactique. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle tactique. Au revoir. À demain.